Je m'appelle Aurélie. Avec Thomas, mon mari, nous avons remis les clés d'une maison indépendante à notre fille Nathalie. La maison est à Écully, tout près de Lyon, dans une rue calme avec des platanes et des haies bien taillées. Nous avons refait presque tout. Isolation propre, peinture claire, cuisine fonctionnelle, une vraie porte blindée et un jardin où l'on entend les merles le matin. Ce cadeau, nous l'avons préparé avec patience, comme on dresse une grande table de famille. Je voyais déjà Nathalie y déposer ses cartons, organiser ses livres et respirer enfin chez elle. Ce jour-là, nous attendions Nathalie et son fiancé, Cédric. Ils sont arrivés, mais pas seuls. Juste derrière eux, Monsieur et Madame Morel ont franchi le portail, valises à la main, regard critique, ton assuré. À peine sur le pas de la porte, Madame Morel a posé sa paume sur l'acier. Cette porte, on dirait une banque. Les voisins doivent se demander qui vous êtes pour tout fermer ainsi. Je ai souri poliment. Ici, beaucoup de maisons sont équipées ainsi. Ce n'est ni ostentatoire ni paranoïaque, simplement pratique. Nous avons fait le tour. Dans l'entrée, ça sentait encore la peinture fraîche mêlée au savon noir. Nathalie marchait lentement, émue. Cédric gardait le menton haut, sans dire grand-chose. Ses parents, eux, commentaient tout. Le carrelage, la hauteur sous plafond, la rampe de l'escalier. Ils n'ont pas demandé si cela nous dérangeait d'ouvrir chaque porte. Ils l'ont fait, naturellement, comme si l'endroit leur appartenait déjà. Dans la suite du premier étage, Madame Morel s'est assise à même le couvre-lit avec ses chaussures. Les semelles ont laissé une trace de terre. Je ai senti mes épaules se crisper, mais je ai respiré. Monsieur Morel a tiré un petit paquet de cigarettes de sa poche et en a allumé une, fenêtre fermée, l'air tranquille. Ici, on ne fume pas à l'intérieur, ai-je dit simplement, en ouvrant grand. « Oh, cela ira », a-t-il répondu. 2 bouffées, pas davantage. La 3e est partie comme la première. Ils parlaient entre eux, comme si nous n'étions pas là. « La chambre est parfaite », a lâché Madame Morel. « Nous gardons celle-ci. » Nathalie a sursauté. « Pardon ?»« Il est logique », a enchaîné Monsieur Morel. « Vous prendrez la pièce à côté, cela suffit pour 2. La grande chambre, nous la garderons pour les séjours en famille. » Je ai vu Thomas serrer la mâchoire, puis se ravaler. Il n'a pas élevé la voix. Il a planté son regard dans le mien, un regard qui disait « Laissons Nathalie parler la première ». Je ai hoché la tête. Notre fille a pris une seconde, a glissé la main sur le chambranle, a retrouvé son souffle. « Cette maison est mon domicile. Je vous remercie de respecter les pièces », a-t-elle dit, posément. Ils n'ont pas relevé, ils ont continué le tour, ont ouvert les placards, ont tapoté le plan de travail de la cuisine. Au salon, Madame Morel s'est affaissée dans le canapé et a écarté les coussins. « Il faudra des housses plus résistantes. Avec un enfant, cela va vivre. »« Quel enfant ?» a demandé Nathalie. « Lucas, bien sûr, » a dit Monsieur Morel. Nathalie a cligné des yeux. « Lucas est le fils de Tristan, » a précisé Madame Morel. « Justement, nous voulions vous en parler. » Nous nous sommes tous figés. Cédric a baissé les yeux. Tristan et Yasmine cherchent depuis des semaines. C'est compliqué à la ville, a poursuivi Monsieur Morel. Ici, il y a de la place. Ils viendront avec Lucas. Ce sera provisoire, le temps de se retourner. Vous êtes sérieux, a dit Nathalie sans hausser le ton. Bien entendu. La petite chambre du fond sera parfaite pour l'enfant, a ajouté Madame Morel. Et toi, ma chérie, tu cuisineras simple. Nous ne sommes pas exigeants. Nous aimons la soupe de légumes, le poulet rôti, les choses droites. Je ai senti ma nuque chauffer. C'était dit comme une évidence, comme un calendrier qu'on affiche sur le frigo. Thomas n'a pas bougé. Il voulait savoir jusqu'où Nathalie irait. Notre fille a lissé son pull, a inspiré, a posé chaque mot. Je vous souhaite la bienvenue pour un café et pour un déjeuner de temps en temps. Mais personne ne s'installe ici. Ni aujourd'hui, ni demain. Cette maison ne devient pas une pension de famille. Un silence net est tombé. Au jardin, un merle a crié. Dans l'escalier, la lumière d'automne a glissé sur le bois clair. Madame Morel a remis son sac sur l'épaule, raide. Monsieur Morel a écrasé sa cigarette dans un pot de fleurs, comme si de rien n'était. Cédric n'a pas levé la tête, et j'ai compris que la vraie visite ne faisait que commencer. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez.
Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain, j'ai voulu croire que la tension de la veille s'était dissipée. J'ai préparé du café, disposé des croissants sur la table du jardin et ouvert les volets. L'air du matin sentait la terre humide et les feuilles. Nathalie est descendue, encore un peu pâle, mais décidée à garder le calme. Cédric parlait au téléphone dans le couloir, tandis que ses parents prenaient déjà leur marque. Madame Morel est entrée dans la cuisine comme si elle y avait toujours vécu. « Alors, ma chère, tu comptes préparer quoi pour le déjeuner ? Nous sommes 4, peut-être 5 si Tristan arrive tôt. » Nathalie a eu un petit rire nerveux. « Je n'ai rien prévu pour 5. Vous êtes mes invités, pas mes pensionnaires. »« Allons, ne fais pas ta citadine, » a rétorqué Madame Morel. « Dans une famille, la belle-fille s'occupe des repas. C'est ainsi chez nous. » Je ai senti la main de Thomas se poser sur mon bras, un geste discret pour me calmer. Mais j'ai vu dans les yeux de ma fille cette lueur que je connaissais bien, la politesse en train de se fissurer. Monsieur Morel est arrivé, une serviette sur l'épaule, l'air satisfait. « Elle a raison », a-t-il lancé. « Une femme doit savoir tenir sa maison. Quand tout le monde participe, la vie tourne bien. » Il s'est assis, a croisé les bras et a poursuivi d'un ton docte. « L'éducation d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les filles pensent qu'elles peuvent tout avoir, le travail, la maison, le confort, et laisser les autres s'adapter. Dans notre temps, on apprenait à respecter les anciens. » Nathalie a pris une inspiration. « Monsieur Morel, je vous respecte, mais je ne suis pas votre domestique, et cette maison est un cadeau de mes parents. Je ne la partage pas avec toute la famille. » Cédric, silencieux jusque-là, a levé les yeux de son téléphone. « Nathalie, ne commence pas, » murmura-t-il. « Ils veulent juste t'aider à t'intégrer. »« M'intégrer à quoi ? À un service à domicile ?» Madame Morel a haussé la voix. « Cédric, tu la laisses te parler comme cela ? Chez nous, jamais un homme n'aurait toléré pareille insolence. » Elle s'est tournée vers moi, un sourire pincé aux lèvres. « Vous voyez, Madame Aurélie, c'est cela, les filles de la ville, indépendantes, arrogantes, sans savoir-faire. J'ai posé ma tasse avec lenteur. Je vois surtout qu'on abuse de notre hospitalité et qu'on oublie que cette maison n'est pas un terrain d'entraînement pour vieilles traditions. » Un silence a suivi. On entendait la cloche de l'église au loin. Monsieur Morel s'est levé, les mains dans les poches, et a repris avec un calme fin. « Madame, vous devriez être contente que votre fille ait trouvé un homme comme Cédric. Il est travailleur, respectueux, bien éduqué. Avec le temps, il saura lui apprendre sa place. » Ces mots ont traversé la pièce comme un courant glacé. Cédric, sans lever la tête, a simplement hoché un petit signe à peine visible. Nathalie l'a vu, moi aussi. Et dans ce geste minuscule, tout s'est éclairé. L'accord tacite, la lâcheté tranquille. Thomas s'est levé à son tour. « Cela suffit, a-t-il dit, la voix posée mais ferme. Personne n'a besoin d'apprendre sa place ici. » Mais Nathalie l'a arrêté d'un regard. Elle a repris. « Vous parlez d'éducation, monsieur Morel ? La mienne m'a appris à ne jamais me taire devant l'injustice. » Madame Morel a éclaté d'un rire sec. « Quelle comédie ! Cédric, tu devrais la reprendre avant qu'elle te ridiculise complètement. Je n'ai plus supporté. » Il n'est pas question de comédie. Ma fille n'a pas à être reprise. Vous êtes ici par courtoisie, pas par droit. Le ton est monté d'un cran. Monsieur Morel a frappé la table du plat de la main. Vous croyez que votre argent vous donne tout pouvoir ? Non, ai-je répondu. Il nous donne simplement le devoir de protéger ce qui est à nous. Nathalie tremblait, mais sa voix restait claire. Si vous ne pouvez pas respecter nos limites, partez. Cette maison n'est pas à vendre, ni à partager. Alors, pour la première fois, Madame Morel a perdu ses mots. Cédric est resté figé, la bouche entr'ouverte, comme un enfant pris en faute. Et j'ai compris, à cet instant précis, que ma fille venait d'apprendre ce que nous, parents, espérions depuis toujours, savoir dire non, sans s'excuser. Je ne sais plus exactement à quel moment tout a basculé. Peut-être quand Monsieur Morel a traité Nathalie de « princesse capricieuse » ou quand Madame Morel a crié qu'elle ne savait pas tenir un foyer. Ce jour-là, les mots ont claqué comme des gifles. Thomas, d'ordinaire si calme, s'est levé d'un bond. Son visage était fermé, son ton sec. « Assez. Vous dépassez toutes les limites. »
Monsieur Morel a voulu répondre, mais Thomas a frappé du poing sur la table. Le bruit a résonné dans toute la maison. « Vous insultez ma fille sous mon toit, et vous osez parler d'éducation ? Sortez d'ici avant que je perde complètement mon sang-froid. » Le silence est tombé. Cédric, blême, a reculé d'un pas. Madame Morel, rouge d'indignation, a ramassé son sac sans dire un mot. Quand la porte s'est refermée, Nathalie est restée immobile, les mains crispées. Puis elle a murmuré d'une voix brisée mais ferme. « Je ne veux plus de tout cela. C'est fini, maman. Je ne me marierai pas avec lui. » Ce n'était pas une réaction de colère, mais une décision lucide. Je ai vu dans ses yeux quelque chose de nouveau. La fatigue, certes, mais surtout une clarté que rien ne pourrait plus éteindre. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Thomas a repris son travail, moi le mien. Nathalie, elle, gardait le silence. Jusqu'à ce matin-là. Elle est entrée dans la cuisine avec son téléphone à la main. « Regarde ça, maman. » Sur l'écran, un tableau Excel. Une liste interminable. Café du 12 avril, 2 cappuccinos, 3,70 €. Bouquet de fleurs, 15 €. Course VTC, 12,50 €. À la fin, un total, 897,36 €. En dessous, un message sec de Cédric. Remboursement attendu avant la fin du mois. Merci. J'ai cru que c'était une plaisanterie. C'est une blague, ai-je dit. Non, maman, il est sérieux. J'ai senti la colère monter, lente et brûlante. Ma fille, celle qui avait offert le dernier modèle d'iPhone pour son anniversaire, qui avait payé les dîners, les sorties, les trajets, et maintenant, il osait lui envoyer une facture. Nous pensions en avoir fini. Nous avions tort. 3 jours plus tard, un appel du bureau de Nathalie. Sa voix tremblait. « Maman, ils sont ici. »« Qui ça ?»« Les Morel, ils sont venus à la réception. J'ai sauté dans ma voiture. L'immeuble se trouvait à la Part-Dieu, au cœur de Lyon. Devant l'accueil, une petite foule s'était formée. On entendait la voix de Madame Morel, forte et perçante. « Cette femme doit de l'argent à mon fils. Elle l'a utilisé puis l'a jeté comme un mouchoir. » Les employés observaient, certains filmaient discrètement. Cédric, lui, restait dans un coin, tête baissée. Je me suis avancée, droite. Cela suffit. Madame Morel s'est tournée vers moi, triomphante. « Enfin, vous devriez avoir honte d'élever une fille pareille. »« Et vous, d'élever un fils qui met un prix sur ses cafés ?» ai-je répondu calmement. La salle s'est figée. J'ai sorti mon carnet de chèques. Lentement, j'ai écrit 897,36 €. J'ai arraché la page et je l'ai posée sur le comptoir. Voilà, vous êtes payé, chaque centime. Puis, sans hausser la voix, j'ai continué. Mais si nous devons vraiment parler d'argent, parlons de ce que Cédric doit à Nathalie. Un téléphone, des cadeaux, des voyages, du temps et surtout du respect. Cela, aucun chèque ne peut le rembourser. Un murmure a traversé la réception. Le responsable des ressources humaines de l'entreprise où travaillait Cédric venait d'arriver, attiré par le tumulte. Il s'est approché. « Monsieur Morel, ce genre de comportement est inacceptable. Vous représentez notre société. » Cédric a balbutié. C'était une affaire personnelle. Justement, vous venez de la rendre publique. La phrase a claqué net. Cédric a baissé les yeux. Ses parents se sont reculés, vexés, ridicules. Nathalie s'est tournée vers moi, silencieuse. Je ai simplement posé la main sur son épaule. La honte change rarement les gens, mais ce jour-là, elle a fait taire ceux qui croyaient tout contrôler. Et nous avons enfin respiré. Quelques semaines ont passé. Nous pensions que le calme était revenu, que cette histoire appartenait enfin au passé. Mais un soir, alors que je préparais le dîner, Nathalie est entrée dans la cuisine, le visage fermé, son téléphone à la main. « Maman, regarde ça. » Sur l'écran, une page d'un réseau social. Un compte anonyme, sans photo, venait de publier une série d'images, des captures d'écran sorties de leur contexte, des phrases déformées, des montages grossiers. En titre, une femme intéressée qui utilise les hommes et les jette. La photo de ma fille apparaissait, floue mais reconnaissable. J'ai senti un froid me parcourir le dos. « Tu sais qui a fait ça ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Je le sais »,
a-t-elle dit d'une voix sèche. Tout vient de Cédric. Les vidéos sont celles qu'il avait sur son téléphone. Personne d'autre n'y avait accès. Elle a posé le téléphone sur la table, les mains tremblantes. Derrière la colère, j'ai reconnu quelque chose de plus profond. L'humiliation. Ce n'était plus seulement un ex-rancunier, c'était une tentative de nuire, de salir. Le lendemain matin, j'ai contacté un ancien camarade de faculté devenu avocat. Il a écouté en silence pendant que je lui expliquais tout, de la facture ridicule aux insultes publiques. À la fin, il a dit simplement « C'est de la diffamation. Nous allons agir rapidement. » Nous avons rédigé une mise en demeure adressée à la plateforme, exigeant le retrait immédiat des publications. En parallèle, j'ai accompagné Nathalie au commissariat du 8e arrondissement pour déposer une main courante et signaler le harcèlement. L'agent nous a écoutés avec sérieux. Il a tout noté. Le compte, les captures d'écran, les dates, les liens directs. Cela servira de preuve, a-t-il dit. Et s'il recommence, vous porterez plainte officiellement. 3 jours plus tard, les publications avaient disparu. Mais le soulagement a été de courte durée. Une lettre est arrivée par la poste, glissée dans notre boîte aux lettres, écrite à la main. L'écriture de Cédric. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, un ton faussement repentant. Je sais que j'ai dépassé les bornes, je n'aurais jamais dû me laisser influencer par mes parents. Tu étais ma lumière, Nathalie. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Si tu refuses de me revoir, je ne réponds plus de moi. Je ai posé la lettre sur la table sans un mot. Nathalie la fixait, le visage livide. C'est une menace, ai-je dit calmement. Pas une excuse. Elle a hoché la tête. Je veux que cela s'arrête, maman. Je veux qu'il ne puisse plus s'approcher. L'après-midi même, nous étions de retour au cabinet de notre avocat. Il a relu la lettre 2 fois avant de relever les yeux. Nous allons demander une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Ce type de courrier, c'est du chantage affectif. Les démarches ont été rapides. Nous avons joint toutes les preuves, les publications anonymes, les messages, la lettre. Chaque pièce racontait la même histoire. Un homme incapable d'accepter la fin, préférant détruire plutôt que de se taire. Le jour de l'audience, Nathalie tremblait un peu. Le juge, une femme au regard direct, l'a écoutée attentivement. Elle a posé peu de questions, puis a rendu sa décision. Interdiction pour Cédric de tout contact, direct ou indirect, et obligation de distance minimale de 200 mètres. En sortant du tribunal, l'air semblait plus léger. Nathalie s'est tournée vers moi. « Tu crois qu'il va obéir ?»« Qu'il obéisse ou non, ai-je répondu. La loi est de notre côté maintenant. » Nous avons marché sans parler, les pas résonnant sur les pavés. Pour la première fois depuis des mois, je ai senti que quelque chose se refermait enfin. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour, c'était la fin d'un piège. Et ma fille venait, à sa manière, d'en sortir libre. Après toute cette tempête, la maison d'Écully est redevenue silencieuse. Les fleurs du jardin recommençaient à pousser, et Nathalie, peu à peu, retrouvait un rythme. Elle s'est plongée dans son travail comme on s'accroche à une planche après le naufrage. Ses journées se terminaient souvent tard, mais je voyais dans ses yeux une énergie nouvelle, différente de celle d'avant. Ce n'était plus la jeune femme qui voulait prouver sa valeur à quelqu'un. C'était une femme qui voulait simplement avancer pour elle-même. Un matin, elle m'a annoncé qu'elle devait participer à une conférence professionnelle au Centre de congrès de Lyon, un grand événement du secteur financier. « Ce n'est pas grand-chose », m'a-t-elle dit, « juste une présentation de 15 minutes. » Mais je savais que c'était plus que cela. Elle y allait seule, confiante, avec ses idées bien à elle. Le jour de la conférence, je l'ai vue partir en tailleur clair, les cheveux relevés, le regard calme. En la voyant franchir la porte, j'ai compris que la boucle était en train de se boucler. Elle n'était plus cette fille blessée par l'amour. Elle devenait la femme que nous avions toujours espéré voir éclore. Le soir même, elle m'a appelé. Sa voix vibrait d'un mélange de fatigue et de joie contenue. « Maman, tout s'est bien passé. J'ai eu de bons retours et une conversation intéressante. Je ai souri. » Intéressante comment? Elle a ri. Professionnelle, bien sûr. Elle m'a raconté qu'après sa présentation, un homme l'avait abordée près du stand de café. Il s'appelait Étienne Parker, cofondateur d'un fonds d'investissement, East Bay Capital, basé à Lyon.
Il l'avait félicitée avec une simplicité rare, sans compliments exagérés ni regards insistants. « Votre approche sur la transparence des entreprises familiales est rafraîchissante », lui avait-il dit. Puis il avait parlé un peu de son propre parcours, sans se vanter. Fils de 2 professeurs, passionné d'économie et de montagne, il semblait à la fois cultivé et tranquille. Leur première conversation n'avait rien d'un coup de foudre. C'était un échange de 2 adultes qui se reconnaissent dans la façon de voir le monde. Les semaines ont passé. Ils se sont revus par hasard, ou presque, lors d'un autre événement professionnel. Puis un café, puis un dîner. Pas de promesses, pas de grands mots, juste un lien qui s'installait doucement, sans pression, sans masque. Quand Nathalie m'a parlé de lui plus sérieusement, j'ai remarqué qu'elle ne disait pas « il est parfait », mais « il me met à l'aise ». Et c'est là que j'ai su que quelque chose de vrai commençait. Quelques mois plus tard, Étienne nous a invités à dîner chez ses parents, dans une maison sobre à la Croix-Rousse. Madame Parker, une femme douce au regard clair, avait préparé un gratin dauphinois et un clafoutis aux cerises. « C'est la première fois qu'il invite quelqu'un », m'a-t-elle confié en servant le dessert. Je voulais que ce soit simple, mais juste. Son mari, un homme discret, parlait d'histoire et d'actualité avec bienveillance. Personne ne posait de questions intrusives. Ils écoutaient plus qu'ils ne parlaient. À table, tout semblait naturel. Aucune tension, aucune comparaison. Étienne observait Nathalie avec respect. Et elle, pour la première fois depuis longtemps, paraissait légère. J'ai senti que ma fille pouvait enfin respirer dans cette atmosphère où personne ne cherchait à la corriger, la contrôler ou la juger. En sortant, je me suis tournée vers Thomas. « Tu te rends compte ? Ce dîner, il a souri. Oui, c'était simple, et c'est justement ce qui le rendait beau. » Dans la voiture, Nathalie regardait la ville s'éclairer au loin. « Maman, tu sais ce que j'ai pensé ce soir ? » ?»« Non, dis-moi. » »« Que parfois la vie ne nous rend pas ce qu'on a perdu, mais ce qu'on aurait dû avoir depuis le début. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement posé ma main sur la sienne. Pour la première fois depuis des mois, je ai senti que la paix revenait vraiment. Pas la paix des histoires finies, mais celle qui vient quand on choisit enfin les bons chemins et les bonnes personnes. Je croyais que tout était derrière nous. Nathalie avançait, posée, épanouie. Étienne faisait partie de sa vie sans l'envahir, avec cette présence calme qui rassure. Et puis, un matin, tout a recommencé, sans prévenir. Une photo a circulé sur les réseaux. Nathalie et Étienne, côte à côte, lors d'un événement professionnel à Lyon. Rien de compromettant, juste un cliché naturel, presque banal. Pourtant, dans l'après-midi, elle m'a appelée, la voix tremblante. « Il était là, maman, à la sortie du bureau. Il m'attendait. » Mon cœur s'est serré. « Cédric ?» ?»« Oui. » Elle m'a raconté la scène. En sortant du bâtiment, il s'était avancé, les yeux cernés, la voix dure. « Alors c'est comme ça ? Tu t'affiches déjà avec un autre ?» Elle avait gardé son calme. « Cédric, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu enfreins l'ordonnance de protection. Si tu continues, j'appelle la police. » Il avait ricané, un rire vide, nerveux. « Tu crois que ce papier t'empêchera de me voir ? Tu me dois au moins une explication. » Et c'est à ce moment-là qu'Étienne était sorti du hall. Il n'avait pas crié, ni joué au héros. Il s'était simplement approché, droit, les mains dans les poches. « Monsieur, je vous conseille de partir. Vous violez une décision de justice. » Cédric avait voulu répondre, mais la présence tranquille d'Étienne avait suffi. Il s'était reculé d'un pas, puis 2, le regard perdu. Il avait compris. Nathalie n'était plus celle qu'il pouvait manipuler. Elle m'a raconté qu'il avait fini par baisser les yeux, marmonner quelque chose d'incompréhensible et s'éloigner lentement, comme un homme qui ne sait plus où aller. Et dans son dos, elle n'a rien ressenti, ni colère, ni pitié, juste la certitude que c'était terminé. Les jours suivants, elle n'en a plus parlé. Pas un mot sur lui, ni sur cette rencontre. Sa vie continuait, comme un fleuve qui reprend son cours après un orage. Étienne, respectueux, n'a pas cherché à savoir les détails. Il savait que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées pour être comprises. Quelques semaines plus tard, un dimanche après-midi,
Nathalie m'a proposé une balade au bord du lac de Miribel-Jonage. Le ciel était clair, l'eau immobile, et les familles profitaient du calme. Nous avons marché lentement sur le sentier, côte à côte, sans trop parler. « Tu sais, maman, a-t-elle fini par dire, je ne crois plus aux amours parfaits. »« Personne n'y croit vraiment, ai-je répondu en souriant. Ce que je veux maintenant, c'est la paix. Pas celle qu'on m'en dit, mais celle qu'on construit. » Je ai hoché la tête. La paix, c'est quand on cesse de vouloir convaincre les autres de notre valeur. Elle a ramassé un petit galet, l'a lancé dans l'eau, les cercles se sont élargis doucement avant de disparaître. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer, c'était tout accepter, a-t-elle murmuré. Maintenant, je sais qu'aimer, c'est aussi savoir s'arrêter. Le vent léger faisait bouger les feuilles. Dans son regard, il n'y avait plus de tristesse, juste une clarté tranquille, celle de quelqu'un qui s'est retrouvé. Nous nous sommes assises sur un banc, face au lac. Le soleil déclinait lentement, dorant la surface de l'eau. « Tu es fière de moi ?» a-t-elle demandé soudain. « Je le suis depuis toujours, mais aujourd'hui, encore plus. » Elle a souri, un vrai sourire, simple et profond. Puis elle a posé sa main sur la mienne. « Merci de ne jamais m'avoir laissé tomber, même quand je doutais de moi. »« C'est toi qui ne t'es pas laissé tomber, » ai-je répondu doucement. Le silence s'est installé, apaisant. Les reflets du soir jouaient sur l'eau, et j'ai compris que tout était enfin à sa place. Cédric appartenait au passé. La peur, la colère aussi. Ce qui restait, c'était la vie, paisible, droite, comme ce lac au crépuscule. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.